Interdiction pour tous les conducteurs des motos, taxis d'accéder dans la ville et dans la commune de la Gombe. Décision prise par les commandants de la ville-province de Kinshasa, le général Kilimba Limba, Blaise en collaboration avec le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Est-ce que ces décisions est-elles logiques dans un état de droit? Ça viole-t-elle pas les lois de la République démocratique du Congo? Des questions qui méritent d'être posées, des réponses, c'est tout à l'heure avec Maître Cédric Toumba. Bonsoir Maître. Bonsoir. Vous allez bien Maître? Alors à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce énième numéro de votre émission Interface. Oui, je le disais et dans les règlements de cette émission concernant cette interdiction, ces décisions prises par le dirigeant de la ville de Kinshasa, entre autres le général Kilimba Limba et son chef qui est le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Pas de motos dans la commune de la Gombe, mais avant de revenir sur cette thématique, on va commencer avec la libération de Stanislas Boujakira, correspondant des TV, correspondant comme des Jeunes Afrique, ces médias en ligne français, mais aussi directeur adjoint d'actualité à CD, qui est libéré après s'être condamné à 20 ans de prison. Une condamnation demandée par le ministère public, mais à la surprise de tout le monde, cette décision qui a été changée in extremis par les tribunaux, qui a par contre fini condamné Stanis à 6 mois de prison, au moment où il était déjà resté, il avait passé 6 mois à la prison centrale de Makala. Conséquence, Stanis est libéré, il est rentré dans sa maison au courant de cette semaine. Sur le plan juridique, ces basculements, ces changements à des situations, comment s'est-elle passé? Maître Cédric Toumba, Stanis libéré aujourd'hui, on a parlé l'autre fois de cette thématique, après des pressions venant des parts et d'autres. Aujourd'hui, il est libéré au moment où il était condamné, demande du ministère public à 20 ans de prison pour outrage au service de sécurité concernant cette affaire de la mort de l'ancien ministre des Transports et ancien député Cheriban Okende. Sur le plan juridique, cette décision, cette libération de Stanis, comment vous la trouvez? Merci beaucoup pour la question. Elle est tout à fait intéressante, justement parce que c'est sous peu que Stanis Boujakira venait d'être libéré. Quoi qu'il soit condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, et bien que le ministère public aussi ait requis la peine de 20 ans d'emprisonnement. En réalité, il faut savoir que la décision qui vaut, c'est la décision du tribunal, et que le réquisitoire du ministère public ne lie pas le tribunal. Et donc, le tribunal est indépendant dans sa décision. Il apprécie le fait par son intime conviction. Et donc, je voulais justement dire ici que le ministère public avait arrêté Stanis Boujakira. Après son arrestation, bien entendu, le ministère public avait aussi la faculté de le placer sous le mandat d'arrêt provisoire et sollicité aussi par le tribunal de paix en chambre du conseil une ordonnance de détention préventive. Et la loi recommande à ce que tant que le juge ne sont pas encore saisis, la détention préventive, si elle est opportune, elle peut être prorogée de temps en temps jusqu'à ce que les tribunaux puissent statuer sur l'affaire. Et étant donné que Stanis Boujakira avait fait déjà 6 mois d'emprisonnement, vous avez bien remarqué qu'après sa condamnation, il a été libéré. Je ne sais pas critiquer en mal la décision de justice, je la prends telle qu'elle, mais seulement je m'en vais dire que Stanis Boujakira n'a pas à croire ou à penser que sa libération vaut et que tout est fini et que c'en est fini là. Non. Comment ça? Parce que lorsque le tribunal vous condamne, même si le temps de votre condamnation, n'est-ce pas, est déduit dans le
temps que vous avez effectué sous la détention préventive à la prison centrale de Makala, vous serez absolument libre. Parce que rien ne justifiera la détention, la restriction de votre liberté. Mais il importe seulement de savoir que lorsque la condamnation est prononcée et que vous partez comme si de rien n'était, parce que vous croyez être libre, ce n'est pas que la liberté qui vaut. C'est aussi la mémoire de la moralité de la personne dans la société qui vaut beaucoup plus. Je vais dire par là, certainement les avocats de Stani Boujakera pourront faire appel à la décision rendue. Pour laver complètement Exactement, sa personnalité. Sa personnalité. Parce que le juge du premier degré l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement. Et donc, s'il garde silence, et que parce que le monde peut penser que Stani Boujakera a recouvré sa liberté et c'en est fini là. Non. Si Stani Boujakera a recouvré sa liberté, c'est parce que la décision qui la condamne à un temps qui coïncide à celui qu'il a déjà effectué pendant la détention préventive. Mais le casier judiciaire de Stani Boujakera risque d'être entaché par la vérité de la chose jugée. Et surtout si un jour ça arrivait que Stanis puisse postuler par exemple à la présidence, ça pourrait avoir des méfaits. Vous avez mieux compris comme moi que Stani Boujakera étant condamné à 6 mois, la population n'a pas qu'à dire que non, monsieur Stani est condamné à 6 mois et donc il est libéré, il a recouvré sa liberté. Non. Encore faudrait-il pour Stani de faire une voie de recours légalement reconnue pour qu'il puisse bien entendu laver son casier judiciaire. Mais je m'en veux aussi dire que le casier judiciaire sera bien évidemment entaché et entièrement entaché par la condamnation de la décision de justice lorsque la décision rendue serait coulée en force des choses jugées. Quand je dis serait coulée en force des choses jugées, ça veut justement dire lorsque pendant un délai auquel Stani Boujakera devrait attaquer la décision ne l'avait pas fait, par conséquent, cette décision acquiert la force de la chose jugée. Et par conséquent, le casier judiciaire de Stani Boujakera sera entaché. Mais tant que la décision, n'est-ce pas, rendue, n'a pas encore été frappée d'appel, à ce moment-là, la décision rendue et l'exécution, elle est suspendue. Voyez-vous. Mais je m'en vais vous dire que cette décision n'est pas une décision d'acquittement, c'est une décision de condamnation. Il est libéré, comme je l'ai dit tantôt, par le simple fait d'avoir fait un temps qui correspond à celui auquel il a été condamné. Ça donne l'impression comme si Stanis a respectivement été condamné et puis libéré après avoir épuisé son temps de condamnation. Exactement, donc vous avez mieux compris. Mais seulement, je vais préciser une chose, que même si le juge vous a condamné et que vous êtes libéré parce que le temps que vous avez fait a coïncidé à celui de la condamnation ou à celui de la détention préventive, cela n'empêche pas que vous puissiez effectuer une voie de recours légalement reconnue. Si Stani Boujakera, dans les 10 jours, n'est-ce pas, il n'a pas effectué une voie de recours légalement reconnue, Stani Boujakera pourrait, n'est-ce pas, soit il est libre, mais il verra son casier judiciaire être entaché. Mais il est aussi bon à retenir que si Stani Boujakera venait à faire un recours, ce recours ne va pas nécessairement, n'est-ce pas, ne va pas forcément conduire à son acquittement. Parce que même le juge d'appel, quand il est saisi par l'appel d'un prévenu, il n'a pas nécessairement à acquitter. Mais seulement aussi, il faut savoir que le juge d'appel n'a pas aussi, quand il est saisi d'un appel du prévenu, il ne peut pas aggraver la situation du prévenu. C'est-à-dire que le juge d'appel ne peut en aucun cas condamner Stani Boujakera à 8 mois, à 10 mois, c'est-à-dire au-delà de la peine à laquelle il est condamné par le juge du premier degré. Il peut soit les condamner à 5 mois, à 3 mois. Et si on les condamne encore en appel, il a aussi la possibilité d'aller en cassation.
Et en cassation, là, le juge de la cassation ne va pas statuer sur le fait, mais il va contrôler justement la régularité de la décision rendue en appel, si elle est réellement conforme à ce que le droit attendait. Sans pourtant revenir sur les jugements du premier degré. Sans pourtant revenir sur le jugement du premier degré, parce que quand le jugement du premier degré, du deuxième degré intervient, ça veut dire que le jugement du deuxième degré n'est plus. Le jugement du premier degré est intervenu parce qu'il est frappé, non, il frappe le jugement du premier degré. Et quand il frappe le jugement du premier degré, n'est-ce pas, si l'appel est effectué par le ministère public, à ce moment-là, on peut assister à l'aggravation de la peine de Stani Boujakera. Mais seulement parce que si l'appel, j'ai bien précisé, si l'appel est effectué par le ministère public qui avait requis 20 ans, si c'est lui qui effectue l'appel ou l'appel est pris de son initiative, la peine pourra être aggravée à plus de 10 mois, 15 mois, selon les cas et selon l'appréciation du juge. Mais si l'appel est effectué par les concernés, c'est-à-dire celui qui est condamné, Stani Boujakera, le juge d'appel n'a pas à aggraver sa situation, c'est-à-dire à les condamner à une peine plus sévère qu'à les condamner à une peine moins sévère ou à l'acquitter tout au plus. Et si ça arrivait que Stanis faisait l'appel et le tribunal reconnaît qu'il y avait une erreur matérielle dans le jugement, et si on annulait totalement les jugements, ça veut dire les jugements rendus pour condamner Stanis à 6 mois, dans ces cas, est-ce que le tribunal pourrait dédommager Stanis Boujakera pour cette erreur commise? Bon, il y a lieu de savoir que si le juge du deuxième degré réalise que Stani Boujakera a été condamné par erreur, mais encore faudrait-il dire de quelle erreur s'agirait-elle? Est-ce qu'il s'agirait d'une erreur de droit? C'est-à-dire une mauvaise appréciation ou une mauvaise interprétation de la loi par le juge? Est-ce qu'il s'agirait d'une erreur de fait? C'est-à-dire le fait pour lequel Stani a été, n'est-ce pas, reproché par le juge n'existait pas ou ce n'était pas lui qui l'avait commis. Voyez-vous? Donc il est tout à fait possible que s'il s'agit d'une erreur de droit, par voie déjà d'appel, si le juge d'appel trouve que c'est des suites d'une mauvaise interprétation de la loi, et donc le juge va nécessairement l'acquitter. Et Stani Boujakera, cette fois-là, il va attraire la RDC en justice. Il ne veut pas attraire le ministère public qui a sollicité 20 ans, mais il va attraire la RDC en justice pour le fait des dommages causés. Là, au niveau international, ou bien ça pourrait se faire au niveau national, en interne? Oui, exactement. La RDC, c'est une personne morale. Vous savez, comme j'ai dit tantôt, la RDC étant une personne morale, cela n'exclut pas qu'on puisse aussi la traire en justice. Mais seulement... Il y a une juridiction spécifique pour ça? Bon, en fait, en réalité, tout dépend de faits. Tout dépend de faits parce que nous sommes en matière de dédommagement, en matière de dommages et intérêts. Quand vous saisissez le tribunal pour solliciter la réparation à un montant de 2 500 000 francs congolais, par exemple, la loi dit qu'il faut aller devant le tribunal de paix. Mais si vous saisissez le tribunal des grandes instances, le montant doit être au-delà de 2 500 000 francs congolais. Ça veut dire si pour saisir les tribunaux, les montants pour dédommagement doivent être fixés par la partie civile? Non, c'est déjà la loi qui organise la compétence du tribunal qui va statuer sur la matière des dédommagements. C'est-à-dire, si vous voulez saisir le tribunal pour solliciter, par exemple, que monsieur Stani Boujakera veut solliciter la réparation au tribunal parce qu'on l'a causé préjudice du fait de la détention irrégulière ou illégale, il va, s'il veut solliciter les montants, si d'après lui, le montant à solliciter doit être de 2 500 000 francs congolais ou 1 million de francs congolais, la loi dit qu'il faut qu'il aille devant le tribunal des paix. Donc, comme vous venez de le dire, que le montant à solliciter au titre des dommages et intérêts doit être celui que vous, n'est-ce pas, vous fixez vous-même. Mais seulement, ce que vous avez estimé bon pour être soulagé dans le préjudice qu'on vous a causé doit nécessairement correspondre à celui, au montant prévu par la loi. Donc, si vous voulez demander 100 millions de dollars, la loi dit qu'il faut aller devant le tribunal des grandes instances. Ce n'est que peut-être la responsabilité pénale de l'État qui ne peut pas être engagée. Mais la responsabilité civile, oui.
La raison civile pénale, pourquoi? Parce que nous avons un texte, hein, l'ordonnance portant le code numérique est claire en la matière. Cette ordonnance prévoit dans l'un de ses articles que sont pénalement irresponsables, n'est-ce pas, l'État et ses démembrements, c'est-à-dire la province et les entités territoriales décentralisées. Mais néanmoins, pour ce qui est de la réparation civile, la loi admet que l'État puisse être, bien entendu, attrait en justice par l'étrichement du ministère de la Justice. Et l'argent pour dédommager une personne, ça vient carrément de la caisse du tribunal ou bien ça doit venir de la caisse de l'État? L'État a un trésor. Lorsqu'on condamne un individu, on condamne l'État en dommages et intérêts, c'est le jugement qui constitue, bien entendu, n'est-ce pas, l'assiette de fonds qu'on vous a alloués par les tribunaux pour réparer les dommages causés. Mais comment exécuter? C'est que vous prenez ces jugements-là, ces mêmes jugements, vous partez au ministère de la Justice, le ministère de la Justice fait un bon d'engagement, n'est-ce pas? Qui doit partir? La partie civile? La partie bénéficiaire de ces fonds. Quand, excusez, quand la loi dit que M. Daniel Roland, on condamne pour l'État congolais, excusez-moi, je peux boire de l'eau. Ah ouais. Je disais, quand la loi dit que pour Stani Boujakera, on la quitte, n'est-ce pas? Il n'est plus condamné. La loi dit Stani Boujakera n'est plus condamné. Il est acquitté de ses faits au deuxième degré. Si le juge dit ainsi, le juge doit, Stani Boujakera, n'est-ce pas? Comme il était prévenu, il a le droit, à partir de ces jugements-là, d'attraire l'État congolais en justice pour que ces derniers puissent les dédommager de tout le fait préjudiciable causé du fait de la détention illégale ou irrégulière. Et pour ce faire, si l'État aussi est condamné au civil, ce que Stani va faire, il va aller au ministère de la Justice et le ministère de la Justice a un sous-gestionnaire de crédit. Le sous-gestionnaire va nécessairement faire un bon d'engagement, lequel bon d'engagement va passer par le ministère du budget pour la liquidation et qui va aussi passer par le ministère de finances pour l'ordonnancement et au fin de paiement, il aura son argent. Je crois, bien entendu, que par le passé, plusieurs fois, l'État congolais a procédé par le paiement de condamnation. Lorsqu'on les condamne, ils payent. Mais bien entendu, il faut aussi passer par la direction de dette intérieure. Alors, la direction des dettes intérieures, mais dans l'hypothèse où il arrivait que Stanis a utilisé l'État congolais pour être dédommagé et puis Stanis n'obtenait pas gain de cause au niveau national, il y a possibilité aussi pour Stanis d'aller accuser l'État congolais au niveau international. Bon, il est tout à fait possible, mais il faut savoir que l'État congolais est aussi souverain. La souveraineté de l'État congolais passe aussi par l'organisation et la structure matérielle de juridiction. Nous savons que dans notre pyramide de juridiction, la juridiction qui est au sommet, c'est la Cour de cassation par rapport à la matière dont Stani Boujakera réclame l'allocation de dommages et intérêts. Vous pourrez réclamer l'allocation de dommages et intérêts. Mais comme je vous ai dit tantôt, il y a de bases, il y a de préliminaires. Déjà, vous êtes condamné. Mais quand vous êtes condamné, Stani Boujakera, on n'a pas de ses nouvelles. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Peut-être qu'il est libre, il dit que bon, écoutez, j'ai recouvré ma liberté, j'ai été retenu et c'est tout là, il s'en est fini là. Non. Il faut normalement que Stani Boujakera puisse, s'il estime réellement que l'article n'a pas été édité par lui, n'a pas été écrit par lui et que l'article ne lui revient pas, la paternité de l'article ne lui revient pas, il a la possibilité d'aller solliciter son acquittement devant la juridiction de second degré, c'est-à-dire la juridiction d'appel. Alors, s'il part en appel et qu'on ne l'acquitte pas non plus, il peut aller à la Cour de cassation. Et si la Cour de cassation casse les jugements ou l'arrêt qui en résulterait, à ce moment-là, Stani Boujakera aura toute sa possibilité et ne verra jamais son casier judiciaire être entaché. Dire qu'il peut aller devant les juridictions internationales, je sais une chose, que la CIJ, c'est aussi une juridiction qui juge les États, mais il faut savoir que la CIJ ne peut être saisie que par les États. Vous voyez, c'est le cas aussi de la CPI. Donc, je ne vois pas comment dire que Stani Boujakera pourrait aller saisir ainsi de suite. Bon, peut-être, je ne sais pas, je ne vois pas comment je peux dire que la Cour européenne des droits de l'homme peut nécessairement statuer sur les cas. Non, non, là, c'est aller ultra petita.
Mais l'essentiel, c'est qu'on doit retenir, c'est que Stani Boujakera peut aller, n'est-ce pas, peut saisir la juridiction de second degré pour son acquittement s'il estime qu'on l'a condamné sans preuve. Alors, des explications sont vraisemblablement claires concernant cette première thématique, concernant la libération et la condamnation de Stanis Boujakera. C'est correspondant de Jeune Afrique, ici en République démocratique du Congo, et les DGA du média Actualité.cd qui a été libéré au courant de cette semaine. On va parler cette fois-ci de cette décision prise par les commandants de la ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, interdiction pour les taximens des motos de fouler leurs pieds dans la commune de la Gombe. Maître Cédric Toumba, votre réaction sur le plan juridique concernant ces décisions prises par les commissaires plutôt divisionnaires adjoints et commandants de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Merci beaucoup pour la question. En fait, on a toujours tendance à croire que Gombe est une commune spéciale. La République de la Gombe. Exactement. Donc, c'est une république à part. C'est comme une république. Donc, mais seulement, Gombe n'est pas une commune spéciale. C'est vrai que c'est le centre des activités, bien entendu, professionnelles pour la RDC, où il y a plusieurs entreprises, mais je m'en veux aussi dire que Limité, c'est une commune qui est aussi bourrée d'entreprises. Hein. Ah oui? Ah oui, il y a tout un quartier réservé aux industries. On appelle ça quartier industriel. Et puis une commune importante pour la République. Exactement. Donc, Gombe n'est pas une commune spéciale, mais seulement, il y a un problème, monsieur Daniel Roland. Il y a un problème sur la régulation. Il y a un problème sur la régulation. Si les choses sont telles que vous les dites, en réalité, en principe et en pratique même, je m'en vais répondre en disant que le général n'est pas compétent de prendre une interdiction de circulation de motards dans la commune de Gombe. Ce sont les responsabilités de qui? Je crois bien, ce sont des responsabilités peut-être du ministre de l'Intérieur. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Parce que le général, vous avez dans les domaines bien entendu de interdiction de circulation, hein, il y a ce qu'on appelle la police administrative. La police administrative, c'est cette police bien entendu qui prend des mesures préventives, n'est-ce pas, pour empêcher les troubles d'ordre public. Et ceux qui sont compétents de le faire, c'est bien entendu le ministre de l'Intérieur par exemple. Il y a, bref, je peux dire qu'il y a ce qu'on appelle des autorités de police administrative à compétence générale et des autorités de police administrative à compétence spéciale. Est-ce que un gouverneur de la ville aussi peut prendre une telle décision? Bien entendu. Il y a la compétence. Bien entendu, parce que quand on parle de la police administrative, je vous ai donné un exemple. À l'époque, vous avez vu des couvre-feux être décrétés. Vous avez vu, je crois que c'était des suites d'un arrêté. Et puis, le Premier ministre aussi, il a un pouvoir réglementaire général. Hein? Alors, en tant que tel, il peut prendre un décret pour décréter, bien entendu, le couvre-feu sur toute l'étendue de la ville, parce qu'il a un pouvoir réglementaire général. Le président de la République, son pouvoir réglementaire général est discuté, parce qu'il y a certains qui disent que son pouvoir réglementaire général est tout à fait résiduel. Mais chaque ministre dans son secteur d'activité a aussi un pouvoir réglementaire, n'est-ce pas, spécial. Donc chaque ministre est une autorité de police administrative spéciale. Vous voyez, quand le ministre de Commerce extérieur interdit par exemple l'accès de frétins et autres venant d'ailleurs, alors cette mesure-là, il les prend sur base de quoi? C'est sur base, bien entendu, du pouvoir qui lui est reconnu en tant qu'autorité de police administrative. Et donc, les autorités de police administrative sont bien entendu assistés par des personnels de police administrative. Et les personnels de police administrative sont des personnes qui sont censées exécuter les mesures prises par des autorités de police administrative. Et donc, il est tout à fait normal que lorsque le ministre de l'Intérieur constate qu'il y a des troubles à Gombe, puisqu'il semblerait que le motard et d'autres personnes qui nécessairement avaient besoin d'aller brûler
les ambassades, s'aimer des troubles devant l'ambassade, je crois, des États-Unis et autres. Et donc, ils ont pris des motards pour se faire. Et donc, même si les motards peuvent dire qu'ils n'étaient pas impliqués activement dans les troubles sémés dans la commune de la Gombe, mais le moto était quand même de moyens par lesquels les troubles ont été sémés. Alors, par conséquent, le ministre de l'Intérieur, ayant vu que ce qui a facilité l'accès aux motards pour troubler, n'est-ce pas, la tranquillité dans les ambassades, c'est justement les motards. C'est ainsi qu'il a pris une mesure spéciale interdisant l'accès des motos gommés. Mais c'est cela, c'est une solution évidente. C'est cela, parce que le Congolais, vous voyez, lorsque l'arbre donne de mauvais fruits, si vous partez pour couper les fruits qui sont pourris, vous ne résolvez pas le problème, monsieur Daniel Roland. Voyez-vous? Alors, il faut aller même au niveau des racines. Exactement. C'est pour dire que souvent, au Congo, on a des problèmes tels que, au lieu d'attaquer la cause réelle qui débouche au problème, nous cherchons à tarir la source la plus importante du problème par les conséquences. Or, ici, la cause réelle, c'est quoi qu'il faudra attaquer, par exemple? D'abord, la nonchalance de nos autorités constitue une cause réelle. Pourquoi je dis ça? Vous savez, ces motards sont venus quand à Kinshasa? Je crois que c'est entre 2006 et 2007 que les motards commençaient à venir pour conduire des motos et autres, bien qu'à l'époque, ils n'étaient pas en grande proportion, mais aujourd'hui, ils sont nombreux. Mais vous remarquerez que toutes les mesures que prennent certaines autorités contre les motards, ça tient à un moment, et puis il y a un laxisme, il y a une certaine mollesse qui caractérise les autorités. Manque de suivi. Exactement. Or, si déjà, à l'entrée de ces motos, on prenait des mesures, je ne dis pas drastiques, mais des mesures, il doit nous approprier pour, n'est-ce pas, réguler la circulation des motos au Congo, tout le reste de motards qui pourraient venir pour atteindre le nombre auquel ils sont aujourd'hui, ce serait bien entendu alignés sur le même ordre donné. Mais vous les avez laissés faire leur propre monde. Vous savez, comme un musicien dira, lorsque tout le monde fait ses règles, il dit, lorsque tout le monde fait ses règles, chacun ses des règles. C'est-à-dire, vous ne faites rien, vous ne prenez aucune mesure, les motards entrent. Vous êtes contenté qu'à réguler le véhicule. Quand vous entendez parler des catchs qui entrent, vous régulez. Quand vous entendez des 207, vous régulez autres. Circulation routière. Or, une moto est un véhicule. Parce que le véhicule, c'est tout engin doté d'un moteur. Mais pourquoi on n'a pas pris de mesures appropriées quant à ces dès le début? Vous voyez la nonchalance des autorités. Alors, le motard, si on veut résoudre le problème, si on ne veut pas des motos à Kinshasa, il suffit seulement d'interdire l'importation, des motards. Voyez-vous, quand on interdit l'importation des motards, les motos qui existent, il faut qu'ils manqueront l'interdiction de l'importation des motards et des pièces de réchange. Vrai ou faux que les lots de motos que nous avons à Kinshasa vont nécessairement disparaître? Ah oui. Il y aura l'usure, ils vont utiliser, puis ça va disparaître. Mais le plus grand problème, ce n'est pas d'interdire l'importation des motards. Parce qu'actuellement, il faut dire que les motos nourrissent des familles. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté des parcelles, il y a des gens qui nourrissent la femme, les enfants, et qui font étudier que derrière ces motards, ne serait-il pas mieux de réguler dans le bon sens? Parce que c'est pas l'interdiction. Parce que dire aussi que l'interdiction, il y a à l'époque, Kanyama avait pris une mesure. J'aime bien le général Kanyama par rapport peut-être à sa vigueur. C'est un homme de terrain. À sa vigueur. Ouais. Et puis, le général Kanyama, je me rappelle, il avait pris une mesure pour interdire que le motard ne circule pas au-delà des 18 heures. Et c'était respecté. La mesure avait tenu. Mais vous savez qu'est-ce qui était arrivé? C'est que ces mêmes motards s'étaient réunis en groupe. Ils sont partis recevoir André Kimbuta à l'aéroport. Et à ce moment-là, ils disent André Kimbuta, non, on nous a interdit de rouler après 18 heures. Et André Kimbuta sur les champs, il a dit,
À partir d'aujourd'hui, c'est à 20h ou 20h30 comme ça qui constitue la limite. Et Kanyama maintenant, excusez, était maintenant affaibli en porte-à-faux avec le gouverneur. gouverneur. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème de régulation. Nous sommes en train de tâtonner, nous sommes en train de balbutier. Or, il est juste question de faire asseoir parfois des spécialistes en la matière pour vous pondre, excusez-moi les termes, pour concevoir le politique public approprié. Si vous voyez qu'il y a des motards qui échappent à l'impôt, aux taxes et autres, vous vous dites, mais comment on peut contraindre ces motards? Il y a toujours une possibilité, une probabilité. Mais vous prenez des mesures vaille que vaille. C'est ainsi que ça débouche toujours. En ce moment ici où nous parlons avec toi, si vous entrez à Gomé, vous verrez des motards. Même s'ils sont deux à deux, mais vous verrez que les camions de la police qui s'éteignaient à côté du saut des moutons Sosimat, ça n'existait plus parce que ces camions étaient venus justement pour empêcher que les motards entrent à Gombe. Maître, pardon, quand vous parlez de cette histoire de motards, j'étais en train de réincarner. Certainement, vous vous demandez pourquoi. Quelqu'un m'a dit qu'un jour, on a arrêté un motard à la Gombe et puis il y avait des personnes, il transportait des personnes derrière lui. Au lieu d'arrêter seulement les conducteurs, on a arrêté même les clients. Oui, ça aussi j'ai appris. Quand j'ai entendu ça, en tout cas, ça m'a fait rire aussi à gorge déployée. Mais seulement, je me dis, l'interdiction de circulation, on n'a pas interdit la circulation de personnes. Auquel cas, on aurait décrété un couvre-feu. On dit, écoutez, à Gombe, ça s'est fait un moment. Au moment de Covid-19, personne n'accédait à Gombe. Il fallait prendre... C'était des mesures tout à fait de police administrative. Mais quand vous arrêtez même les personnes, d'après vous, vous considérez ces personnes comme étant des complices. Des complices à quoi? Parce que l'entrée à Gombe ne constitue pas une infraction. Parce que l'infraction, c'est quoi? Il y a une différence entre une mesure d'interdiction et une infraction. L'infraction est nécessairement prévue par la loi. Parce que la loi, il y a l'article 122 de la Constitution qui dit que le matière relative aux infractions et aux peines relève du domaine de la loi. Et donc, si vous voulez m'arrêter, il faut que j'aie commis une infraction. Mais l'infraction que vous me reprochez en ce moment, c'est laquelle? C'est celle d'être entré à Gombe avec un motard. Mais si on vous dit quelle est la loi qui interdit, n'est-ce pas, quelle est la loi qui érige en infraction le fait d'entrer avec un motard à Gombe? Ça n'existait pas. Et donc, ça aurait été encore mieux de prendre la première mesure, celle relative bien entendu à arrêter les motards et prendre l'engin. Et si vous récupérez l'engin, c'est la mesure la plus, je crois, la plus drastique, la plus rigoureuse. Voyez-vous. Donc, Gombe n'est pas une commune spéciale, mais il faut que les autorités réfléchissent sur des mesures à prendre. Parce qu'en ces moments, les motards entrent toujours à Gombe. Et vous verrez, il y a un problème de maintenance des effets des décisions administratives. Vous prenez une décision et après un moment, on ne sait que faire. Les motards sont revenus, ils entrent là, ils font des navettes, ils prennent des gens. Donc, bref, vous comprenez que nos autorités, certes, s'ils veulent prendre des mesures interdisant l'entrée des motos au Gombe, c'est bien, mais j'aurais voulu que le transport en soit régulé. Qu'est-ce qui fait, M. Daniel Roland, que lorsque vous voyez un seul militaire en tenue verte, il se tient seulement sur la chaussée pour réguler la route, tous les chauffeurs respectent et respectent même la bande à laquelle il les dirige. Et ils prennent la direction, n'est-ce pas, qui mène vers leur destination. Mais quand vous mettez un policier... Mais quand vous mettez un policier, deux policiers... C'est un non-événement. C'est un non-événement. Donc vous comprenez qu'il y a un problème sérieux sur... C'est comme si la proximité de la police à la population, ça crée une certaine familiarité. Ouais. Et cette familiarité a rendu un peu... je peux dire, cette familiarité a réduit, ok, la rigueur que doit dégager le pouvoir. Mais déjà policier, là, civil, ce n'est que normal. Mais quand vous mettez un militaire, avant que Kabila ne parte, je me rappelle bien, il y a eu un moment où on était allé au rond-point Gabala, nous avons vu des figures qu'on n'a jamais vues, et vous voyez des soldats là, des cadeaux qui ne parlaient même pas lingala, mais il suffit qu'il ne te parle pas, mais il te dit seulement, il fait seulement un signe avec sa main. Donc toi-même, tu te dis, je ne peux même pas avancer. Même les gardes,
les gardes présidentiels d'aujourd'hui, hein, à chaque fois qu'ils sont placés dans des chaussées, vous allez, il n'y a aucun chauffeur. Dès qu'ils parlent comme ça, vous partez. Mais Le problème, ouais, c'est l'autorité de l'État. Lorsque l'autorité de l'État est effritée, mais que fera la population? Vous voyez, ces gens-là, quand vous leur donnez l'argent, parfois ils refusent. Les soldats là que vous voyez, vous dites, écoutez, moi je suis là pour la norme. La norme. Mais les policiers, la population a essayé, excusez-moi, la population a essayé de friter l'autorité de la police. Et pas plus qu'hier. Est-ce que la mesure qu'ils ont prise pour Gombe a tenu jusqu'à aujourd'hui? mais comment peut-on qualifier un État qui manque d'autorité? Bon, je ne dirais pas que notre État manque absolument d'autorité, mais nous sommes en train de critiquer justement la manière de faire de la police congolaise. La mesure est prise. Mais la mesure est prise. Qu'en est-il? Vous avez vu ici le gouverneur, il n'y a pas longtemps, il avait ordonné la démolition de Bédengalema, qu'on démolisse les maisons et autres pour construire la route Bédengalema. Alors, on en est où? Vous comprenez qu'il y a un problème d'autorité, il y a beaucoup de problèmes qu'on doit régler. Il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Maître, vous savez, on dit toujours que dans un État de droit, la parole du président de la République peut être considérée comme une loi. Mais est-ce que la parole d'un ministre peut être aussi considérée de la même façon? Pourquoi je dis ça? La décision prise par le ministre de l'Intérieur, en collaboration avec les commandants de Kinshasa, ce n'est pas un arrêté signé par le ministre, mais ça passe de la bouche à l'oreille. Ça veut dire que c'est une parole. Ce n'est pas une parole de l'évangile. Est-ce qu'il y a une décision prise par un ministre, par parole, a une obligabilité d'être respectée en tout moment? La question est plus évidente. Je ne la répondrai pas plus de 10 mots, dans pas plus de 10 mots, justement parce que la Constitution a organisé l'expression juridique d'une autorité qui est le ministre, les premiers ministres et le président de la République. Mais il faut aussi savoir que dans un cadre interne, n'est-ce pas, le ministre n'a pas toujours à prendre l'arrêté pour modifier l'ordonnancement juridique congolais. Mais le ministre peut justement prendre une certaine circulaire. Mais ce qui est un peu détonnant, c'est qu'au Congo, nous assistons beaucoup plus à des actes qui ne disent pas leur nom. Parfois des actes qui sont presque inexistants. Donc, c'est-à-dire on exécute l'inexistant. Vous interdisez les motards, n'est-ce pas, d'entrer à Gombe. Prenez par exemple une circulaire. Vous dites, écoutez, je prends une circulaire interdisant l'accès des motards à Gombe. On va comprendre. Au Congo, depuis... Vous donnez un peu la force à la décision. En tout cas, à moins que je m'en abuse, monsieur Daniel Roland. Quand je dis nous sommes habitués à exécuter des actes inexistants, c'est parce que, je vous donne un exemple simple. Nous avons tous parlé par les passés du moratoire. On dit, écoutez, il y a les moratoires sur l'exécution de la peine de mort. On comprend. Mais qui a déjà vu ces moratoires? Depuis qu'on nous dit, écoutez, Mosée Laurent Désiré, la conférence nationale souveraine avait pris une résolution sur les moratoires. Le gouvernement de Mosée Laurent Désiré Kabila en 2001 avait adhéré aussi à ces moratoires. Le gouvernement de Joseph Kabila avait aussi, n'est-ce pas, reconduit les mêmes moratoires. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu ces moratoires. Et tu sais pourquoi je parle des actes inexistants? Justement parce que même la ministre de la Justice, jusqu'au point où il prétend lever les 10 moratoires, plutôt que de nous dire qu'en vertu de tels actes, en citant sa nature précise, n'est-ce pas, et dire que au regard de la prolifération du phénomène colonel autre, je lève, n'est-ce pas, ces moratoires pour des infractions ci-après, et j'autorise, n'est-ce pas, l'exécution, parce que l'exécution ne peut être prise que par lui. Et donc, la ministre dit, il prend une circulaire levant les moratoires. Mais les moratoires est fondé sur quoi? Est-ce que du temps du Mosée Laurent Désiré Kabila, c'est le ministre de la Justice qui avait pris ces moratoires? On ne sait pas. C'est Mosée Laurent Désiré Kabila, on n'a jamais vu l'ordonnance sur le moratoire. Est-ce que le ministre de la Justice, au temps de Joseph Kabila, c'est celui qui a pris le moratoire? On n'a jamais vu. Et quand on vient voir maintenant aujourd'hui la levée du dit moratoire, sans qu'on nous dise que c'est en vertu de tels documents
qui, n'est-ce pas, avait souscrit au moratoire, ou ainsi de suite, lui dit, écoutez, il prend une circulaire, il ne cite pas la nature de l'acte qui avait fondé, n'est-ce pas, le moratoire, mais il dit, il lève le moratoire. Et surtout, ça donne une incompréhension aujourd'hui de voir à l'époque des musées, c'était lui-même le président qui avait pris, adopté ce moratoire par une ordonnance. À l'époque de Joseph Kabila, l'abolition a été faite par une ordonnance, mais avec le régime Tshisekedi aujourd'hui, c'est une ministre qui prend la circulaire. Alors, beaucoup se posent la question, pourquoi pas ces décisions, pourquoi pas le président de la République lui-même avait pris une ordonnance justement pour la levée de ces moratoires. Oui, la question est bien posée, mais je vous ai dit, j'ai du mal à dire que c'était justement le président Joseph Kabila lui-même qui avait reconduit ces moratoires des suites de son ordonnance. J'ai aussi du mal à dire que c'était en vertu de l'ordonnance du musée Laurent Désiré Kabila. Mais je sais quand même que le protocole facultatif, n'est-ce pas, des Nations Unies promet la levée, l'abolition de la peine de mort. Et donc, vous voyez, j'aurais encore voulu, c'est vrai et c'est bien, de nous avoir dit que c'est des suites du Conseil des ministres tenu, n'est-ce pas, récemment, que la levée du moratoire a été, n'est-ce pas, décidée. Et que le ministre de la Justice, ayant le secteur de la justice dans ses attributions, bien entendu, a procédé directement par la levée du moratoire. Mais le plus grand problème, les moratoires que vous prétendez lever doivent d'abord exister. Idem et non esse, n'est-ce pas? Idem, non, idem, on dit, il y a un adage qui dit, idem non probari non esse, c'est-à-dire ce qui n'est pas prouvé n'est pas. Vous voyez? Donc, j'aurais voulu que la ministre dise, parce que comment puis-je condamner la ministre de la Justice pour avoir décidé sur des suites d'une circulaire sur la levée du moratoire sans que je ne sache avant tout que le moratoire auparavant reposait sur tel document effectif. Je suis un peu confus. Confus pourquoi? Parce que je me dis, bon, quand on dit que c'est le gouvernement, parce qu'il n'a pas été dit que c'est le président qui avait pris les moratons, dit les gouvernements du musée Laurent Désiré Kabila avaient adopté la résolution là, c'est-à-dire de conférence nationale souveraine, et puis il est aussi dit que le gouvernement de Joseph Kabila avait reconduit. Or, quand on parle du gouvernement, on fait allusion à quoi? Au Premier ministre et au ministre. Parce que c'est lorsque le président ne fait pas partie du gouvernement, c'est lorsqu'il se réunit en conseil des ministres, n'est-ce pas? Là, on parle de l'exécutif qui comprend le gouvernement et les présidents de la République comme institution. Vous comprenez, M. Daniel Roland? Alors ici, j'ai du mal à reprocher les ministres sur la nature d'actes pris. Et aussi, même s'il en est le cas, il est tout à fait normal que c'est lui qui a la justice dans ses attributions. L'exécution des lois, les mesures d'application ne peuvent être que réglementaires. Et la loi prévoit donc la peine, la loi prévoit des histoires, mais on dit, écoutez, les mesures d'exécution seront prises ou portées par un arrêté. Les mesures d'application seront portées par un décret. C'est comme ça. Et l'arrêté devient un acte réglementaire subordonné, bien entendu. Et surtout, la circulaire a été prise à quel moment? Au moment où le gouvernement est devenu démissionnaire. Ça veut dire que le gouvernement est là seulement pour les affaires courantes. D'autres personnes parlent même d'une violation de la loi. Bon, en fait, en réalité, salus populi suprema lex. Le salut du peuple, n'est-ce pas, est au-dessus de loi. Vous savez, monsieur Daniel Roland, c'est vrai que nous étions, il y a deux formes de circulaires. Il y a une circulaire réglementaire, il y a aussi une circulaire interprétative. Et dans les cas sous examen, la ministre n'a fait que prendre une circulaire interprétative. C'est-à-dire qu'il montrait justement la portée réelle de l'exécution de la peine de mort. La ministre n'a pas institué. Vous savez, j'ai suivi le cardinal Ambongo. Ouais, quand il dit que le droit à la vie et autres, tout ça, on comprend. Mais monsieur Daniel Roland, je me pose la question. Tu ne tueras pas ton prochain, dit la Bible, selon lui. Si, mais la peine de mort, elle exista bien longtemps. Est-ce que ces critiques, n'est-ce pas, vous les avez déjà entendues? Non. Même ceux qui prétendent que oh non, la peine de mort doit être abolie, tout ça, on comprend, mais on s'est dit, la ministre a levé le moratoire des suites de la résolution ou d'une décision prise en Conseil des ministres. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement lui seul.
Ça une engage décision même le générale. Conseil des ministres, exactement. Et la Ça engage circulaire- même le président de la Bien République entendu, lui-même. c'est un conseil des ministres, mais la circulaire vient montrer la portée. Et aussi, la circulaire ne vient pas pour être appliquée dans toutes les infractions, non. Elle est limitée dans la nature des infractions sur lesquelles doit être exécutée la peine de mort. Elle dit en cas d'association de malfaiteurs, il faut, en cas de trahison, il faut, en cas de... Il a précisé tous ces éléments-là. Bref, je vous dis qu'il n'y avait pas question d'incompétence. On pourrait reprocher à la ministre le principe d'acte contraire si on avait nous-mêmes là qui le lui reprochons, nous avions la nature précise de l'acte sur lequel s'est fondé le moratoire par les passés. Mais pour le présent, cet acte-là, on n'a pas vu ça. Est-ce que la ministre elle-même a déjà vu d'abord ces moratoires, même la décision qui a prévu ces Non, moratoires? mais comment elle peut prendre une décision comme ça sans Non, mais pourtant parce que- avoir des informations sur les actes parce que posés vous précédemment? Monsieur Daniel Roland, vous risquez de lever l'inexistant. Parce que je sais que même les gens qui parlent de ces moratoires, même l'Église catholique, et ainsi de suite, quand ils parlent du moratoire, qui a déjà vu l'acte exprès du moratoire en soi? Qui? Et moi, je risque de croire à l'inexistence du moratoire justement parce que même la personne qui prend une circulaire pour lever le moratoire ne renseigne pas dans sa circulaire l'acte sur lequel s'est fondé d'abord le moratoire par les passés, de telle sorte que lui vienne lever. Je crois avoir dit. On en profite aussi pour parler, on va rester dans ces mêmes moratoires ou dans une catégorie spécifique. La circulaire de Madame Rose Mutombo revient sur les colonna. Au moment où nulle part, il n'y a aucune loi qui revient sur cette catégorie, sur ces actes posés par ces jeunes, le banditisme urbain. Contrairement au moratoire sur la levée de la peine de mort concernant la trahison par exemple, ce sont des choses dont les lois congolaises d'une manière ou d'une autre évoquent. Mais ça, c'est une décision particulière et précise concernant le banditisme urbain venant de cette circulaire de la ministre. D'abord, vous comme juriste, êtes-vous d'accord concernant cette décision, particulièrement concernant cette catégorie voulais-je dire, concernant les colonna? Bon, Monsieur Daniel Roland, vous savez, la peine, elle est postérieure. Postérieure, pourquoi? Ça veut dire la peine ne peut intervenir qu'au moment de la répression de l'infraction. Ça veut dire? Lorsqu'on veut réprimer une infraction, on poursuit les Kuluna, le juge condamne les Kuluna et puis on exécute. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas de mesures appropriées à appliquer bien avant même que le juge ne soit saisi? Ça existe. Alors, quand la ministre prend la décision, je vous ai dit tantôt que la ministre n'a pas généralisé. La circulaire n'est pas générale. La circulaire, elle est particulière. Elle précise au chef des juridictions qu'à partir d'aujourd'hui, parce que je m'en vais vous dire que même les moratoires de son existence n'avaient jamais suspendu le prononcé de la peine de mort. Puisque tout celui qui commettait l'infraction puni de mort était bien entendu condamné à mort, mais n'était pas seulement exécuté. C'est ainsi que la ministre a précisé qu'à compter d'aujourd'hui, on lève le moratoire sur les infractions que voici. Trahison et autres espionnage et action de malfaiteurs. Mais les Kuluna, ils constituent une bande. Et cette bande-là, quand elle agit, c'est pour mal faire. Bien entendu, il y a une personne qui est au-dessus, qui donne des ordres, qui est comme l'air chef des bandes. Il y a des exécutants. En tout cas, tout est structuré. Pardon, maître. N'est-ce pas, dans ces moratoires qui existaient déjà, n'est-ce pas la ministre devrait rester sur ce qui déjà existait, sur ce qui est. Ajouter une catégorie, ou bien une particularité concernant les Kuluna, est-ce que la ministre a quelle compétence de le faire? En fait, en réalité, étant donné que il appartient au pouvoir exécutif de pouvoir exécuter ou appliquer, bien entendu, de leur prendre des mesures d'exécution ou d'application, la ministre, n'est-ce pas, peut prendre un arrêté portant exécution, la manière dont sera exécuté
la peine. Elle peut prendre une circulaire, ça ne dérange pas. Même sans l'avis des législateurs. Non, parce que le législateur prévoit la peine de mort. Mais l'exécution, ce n'est pas le législateur qui exécute. Mais le législateur ne prévoit pas l'exécution ou bien la peine de mort sur les Koulouna. Le législateur dit, en fait, en réalité, il faut savoir qu'il y a 2 infractions que les Koulouna commettent qui sont assorties de la peine de mort, en l'occurrence. Mais qui donne l'impression, qui donne l'impression de ne pas être prévu, parce que on se souviendra avec vous, beaucoup réclament qu'il n'y a pas, les magistrats, il n'y a pas de loi spécifique pour condamner les Koulouna. C'est pourquoi chaque fois qu'on a arrêté les Koulouna, après il y a quelques jours, vous allez les voir à l'extérieur de la prison. C'est la raison qui est beaucoup donnée. Tout ça, la cause en réalité, c'est la manière dont on arrête les Koulouna. Quand vous venez arrêter, vous n'arrêtez qu'un seul Koulouna. Et les juges devant lui, ils ne voient qu'une seule personne. Et vous le reprochez, finalement, Koulouna, il a arrêté dans telle circonstance. Lui, il dit non, moi je n'étais pas arrêté dans cette circonstance-là. Il nie les tout. Vous avez quelle preuve pour conforter votre réquisitoire et dire qu'il est réellement Koulouna? Vous n'en avez pas, voyez-vous. Mais quand même, il n'y a pas longtemps, il y a un général, je crois bien un colonel, qui a proposé qu'à compter d'aujourd'hui, les Koulouna commencent à être jugés par la juridiction militaire. Vous voyez, même si aussi ces généraux pouvaient oublier que les juridictions militaires, conformément à l'article 106, prévoit, les codes pénals, les codes judiciaires militaires prévoient que les juridictions militaires jugent le militaire ainsi que les assimilés. Et par assimilés, il faut entendre, on a bien précisé, qui sont assimilés, les Koulouna n'en font pas partie. Mais lorsqu'ils commettent des infractions à caractère militaire, je crois que la loi recommande aussi qu'ils soient jugés devant les juridictions militaires. La loi prévoit bien des infractions précises pour lesquelles si un civil venait à les commettre, il peut être jugé devant les juridictions militaires. Bref, je voudrais justement vous dire que la ministre a prévu dans sa circulaire que toutes les fois où on arrête quelqu'un pour... Les fermets de Koulouna n'est pas une infraction. Toutes les fois où on arrête quelqu'un pour association de malfaiteurs, il faut exécuter parce que c'est la peine de mort qui est prévue pour association de malfaiteurs. Or, quand les Koulouna se constituent en une bande, ça forme déjà une association de malfaiteurs. Et donc, quand on les arrête, si on les condamne à mort, ce n'est pas les problèmes du ministre, c'est le problème des juges. Si les juges condamnent à mort et qu'il est convaincu qu'il s'agissait d'une association de malfaiteurs, la ministre dit, ces jugements-là, qui est condamné, qui prévoit la peine de mort, doit normalement être exécuté. Donc, on va pendre ces Koulouna. Voyez-vous, donc, il en a la compétence. Il n'a pas en fait, institué une nouvelle peine. Il a seulement levé le moratoire sur les infractions bien précises. Donc, je dirais, les moratoires par les passés, qu'on n'a jamais vus, existent, produit ses effets sur des infractions autres que celles qui ne figurent pas dans la peine, dans la circulaire de la ministre. Mais le moratoire est bel et bien levé sur des infractions prévues par la circulaire de la ministre. Alors, Maître Cédric, ça sera certainement ma toute dernière question. Vous avez de l'expertise en criminologie. Outre cette décision, outre cette circulaire, qui revient sur l'association des malfaiteurs et sur la condamnation si on arrêtait les Koulouna. Vous, comme expert, à part cette décision, si on vous demandait aujourd'hui de donner des propositions, outre que celles venant de la circulaire, pour ne pas en finir une fois pour toutes avec ces phénomènes Koulouna, parce qu'une société sans banditisme, c'est de l'utopie, ça n'existait pas, mais au moins diminuer, quelles seraient vos propositions, selon vous? Merci beaucoup. Vous savez, à chaque fois que l'État prend des mesures pour lutter contre les crimes, il y a aussi les criminels qui cherchent à prendre des mesures pour contourner l'État, pour contourner les mesures prises par l'État. Et donc, bref, c'est parce que nous voudrions réprimer les Koulouna de la même manière qui est tout à fait d'ordinaire. Je vous ai dit, même l'autre fois, quand on était ensemble, je vous ai dit, Monsieur Daniel Rolland, la solution pour le ministre de l'Intérieur, c'est d'abord de créer des unités spéciales pour la poursuite et l'arrestation des Koulouna. Ces unités spéciales, on peut les créer, on se dit, bon, pour un temps,
pas pour des bons. On peut se dire, écoutez, on prend ces policiers ici qui existent déjà, mais on les intègre dans une unité presque spéciale ou une commission, je peux dire. Et cette commission-là va nécessairement avoir pour mission la lutte contre le phénomène Kuluna. Et vous savez, les phénomènes Kuluna, c'est presque un mode. Ils ont un mode opératoire. Et c'est presque un système. Mais quand cette unité-là vient, cette unité saura que les Kuluna opèrent de cette manière. Quand ils opèrent comment? À quelle heure? Qui est leur chef? Comment? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces Kuluna puissent réellement commettre ces crimes? Vous voyez un peu. Alors, si cette étude n'est pas faite en amont, on va toujours arrêter les Kuluna et les Kuluna ne finira jamais. Il faut chercher d'abord la cause réelle du Kuluna. Puisqu'il y a de ceux à qui vous donnez du travail ou de l'emploi, mais qui ne cessent pas toujours de commettre les crimes et autres. Il y a même M. Jean-Marie Lukulassi qui reçoit de l'État congolais 200 millions de francs congolais par mois, ce qui fait en semaine, en un mois, c'est 800 millions pour encadrer les Kuluna. On vous donne cet argent-là, mais regardez les résultats. Une prolifération du banditisme. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui est à la base. Il faut en réalité chercher les causes réelles profondes du Kuluna, concevoir de vraies politiques publiques pour la lutte contre le phénomène Kuluna. Ces politiques publiques vont nécessairement vous aider à instituer une unité spéciale pour réprimer les Kuluna, laquelle unité aura aussi pour mission d'étudier les causes réelles des Kuluna et comment ils opèrent, à quel moment, qui est le chef de leur bande. Quand on prend tous ces éléments-là pris dans l'ensemble, pourra nous permettre de se dire, écoutez, l'unité spéciale va opérer à tel quartier, à telle avenue. Et on prend telle commune, on cible la commune. Parce qu'il y a des communes qui font les rénons, qui battent l'air plein pour les Kuluna, hein. Matete, Kalamou, ainsi de suite. Mais si on se dit, par les communes phares au Kuluna, on va d'abord agir. L'État va agir. Mais notre État est devenu un État qui est caractérisé par une mollesse pour les Kuluna. C'est le peu que je peux dire. Alors, Maître Cédric, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour les analyses concernant toutes les thématiques de cette émission. C'est un réel plaisir de vous recevoir pour la énième fois dans ce plateau de CML 13 mètres. C'est à moi de vous remercier tant, monsieur Daniel Roland. Alors, cette émission est terminée, mais